Sarah DeVries, une prostituée de Vancouver, est mystérieusement disparue. Plus d'une soixantaine d'autres comme elle n'ont jamais été retrouvées, jusqu'à ce que les policiers décident d'arrêter un éleveur porcin qu'on accuse de meurtre en série. Ici Jean-François Lépine, je vous souhaite la bienvenue à Zone Libre. On a tous été bouleversés par l'affaire du tireur fou aux États-Unis. Eh bien, savez-vous que la ville de Vancouver, ces temps-ci, est aux prises avec ce qui pourrait être le pire cas de meurtre en série de toute l'histoire canadienne? Depuis 20 ans, une soixantaine de prostituées avaient disparu mystérieusement de la région de Vancouver. Mais il a fallu des années pour que la police arrête en février dernier un éleveur de porcs de la banlieue de Vancouver, Robert Pickton. On l'accuse du meurtre de 15 des prostituées disparues dont les traces d'ADN ont été découvertes sur sa ferme. Mes collègues Frédéric Zalac et Martin Cadotte s'intéressent à cette histoire depuis plusieurs années. Ils retracent ce soir les étapes qui ont mené à l'arrestation de Pickton. Le reportage, vous allez le voir, c'est aussi l'histoire lamentable de l'échec des policiers qui, malgré de nombreux appels à l'aide, n'ont pas pu sauver des dizaines de prostituées qui vivaient en marge de la société. If you have any information regarding Sarah DeVries, please leave your name and number and a message after the beep. Somebody will get back to you. Thank you. What happened? Where is she? Why? T'embarques dans un char, tu sais pas si tu vas revenir. T'as pas de protection ici. Nobody thought it would happen to Sarah because she knew how to survive. This appears to be Canada's largest serial killer case. It certainly should have had more resources than it did have. That's a good boy. Malgré son âge avancé, Pat DeVries élève ses petits-enfants, Jenny et Ben. Leur mère, Sarah, est portée disparue. La famille DeVries veut savoir ce qui lui est arrivé. Sarah a grandi dans une famille aisée, mais sa vie n'a pas été facile. Adoptée et de race noire, Sarah a connu une enfance tourmentée dans un quartier blanc de Vancouver, comme en fait foi son journal personnel. Je n'imaginais pas les moments difficiles, l'humiliation et la colère que j'allais devoir subir. Le monde raciste qui m'entourait commençait à se resserrer contre moi. I think she was having a lot of Elle était perturbée par les préjugés et ne savait pas comment y faire face. Elle savait aussi que mon mariage était en difficulté et c'était des moments pénibles. Je pouvais voir où elle se dirigeait et je n'ai pu l'en empêcher. Dès l'adolescence, elle quitte l'école et fuit sa famille pour s'installer au centre-ville. En l'espace de quelques années, elle descend aux portes de l'enfer. Sarah se retrouve dans le pire quartier de Vancouver, le Downtown Eastside, où languissent des milliers de toxicomanes dans la pauvreté la plus abjecte. Sa sœur, Maggie, lui rend visite régulièrement. Sa vie fut si tragique. Elle était dépendante de l'héroïne et de la cocaïne. Elle se prostituait. Elle n'était pas fière d'elle. Sa vie était très dure. À l'âge de 24 ans, Sarah confie à nos collègues du réseau anglais ses craintes de mourir d'une surdose d'héroïne. On peut finir de 3 façons.
aller en prison, mourir ou passer le reste de sa vie ici. Ça semble amusant en arrivant ici, mais c'est une sale vie. Lynn Larocque aussi a fait la rue dans le Downtown Eastside. Elle se rappelle bien de la jolie Sarah. Ah, ça a été correct en maudit, elle. J'ai fait du temps avec elle. Elle se tenait au coin de Princess, aussi, puis Hastings, là. Elle se tenait sur le coin, puis elle avait des patins roulettes. Elle faisait des clients, elle était à patins roulettes. Elle était en shape, la petite fille. Quelques jours avant Noël, en 1997, un de nos caméramans est témoin de cette triste scène sur la rue Hastings. Par le plus grand des hasards, Sarah apparaît titubant sous l'effet de l'héroïne. Ce sont les dernières images qui existent d'elle. Elle était visiblement vulnérable. On l'a battue. Elle ne faisait que 5 pieds 2. Mais lorsque je la vois, même dans cet état, je ne l'imagine pas vulnérable. Elle savait quoi faire. Elle se battait. Elle survivait. Seulement, elle n'a pas survécu. C'est encore Noël. Et j'ai le regret d'annoncer qu'il n'y aura pas d'arbres, pas de décoration, pas de dinde cette année. La dépression s'installe avec chaque nouvelle pensée. Le vide s'agrandit rapidement et en silence. Le 14 avril 1998, à 4h30 du matin, Sarah se rend au coin de Princess et Hastings avec Sylvia, une autre prostituée. Wayne Lang est un ami de Sarah. Sylvia est montée à bord d'une voiture se dirigeant vers l'est. Dans le rétroviseur, elle a vu Sarah encore sur le coin, ici. Sylvia est revenue à peine 45 secondes plus tard, après avoir fait le tour de ce pâté de maison. Lorsqu'elle est descendue de la voiture, Sarah était disparue. On prenait des chances. On avait besoin d'argent. Ben, mais le gars, il peut dire, oh, là, on s'en va pas loin. Mais une fois qu'il bat les portes du char, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Après une semaine sans nouvelles de Sarah, Wayne Lang alerte Maggie DeVries. J'ai fait le 911 pour signaler sa disparition. Je savais qu'il était arrivé quelque chose. Je n'imaginais pas qu'elle était morte, mais je savais que c'était sérieux parce que ça n'arrivait jamais. Devant le peu d'empressement des policiers, les proches de Sarah lancent leurs recherches. Ils posent des affiches d'un bout à l'autre de la ville. Mais une surprise de taille les attend. Quand Wayne et moi avons posé des affiches dans le Downtown Eastside, nous avons vu d'autres affiches pour trouver d'autres femmes. Les gens nous disaient qu'il y en avait davantage. Nous avons alors appris qu'il y avait de nombreuses disparues. Where are these women? Not a sight, not a sound, not a credit card used. Le fait qu'elle ne laisse aucune trace est déconcertant. Je crois qu'il s'agit d'un meurtrier en série. That's why, to me, it points to serial murder. Un meurtrier en série. Ces mots étaient sur toutes les lèvres lorsque nous avons tourné cette entrevue en 1999. Mais les autorités policières laissaient entendre que ces femmes menaient une vie errante et qu'elles étaient peut-être simplement déménagées sans en informer leurs proches. C'est son carnet d'adresse. Les policiers disent qu'elles n'ont pas de carnet d'adresse. Elles n'avaient pas beaucoup de numéros là-dedans, mais ceux qui étaient importants s'y trouvent. On leur répétait sans cesse qu'elle n'était pas itinérante, qu'elle n'était pas partie ailleurs. Dans certains cas, ces femmes appelaient à la maison tous les jours.
Le comble, c'est que le maire de Vancouver avait offert une récompense de 100 000 $ pour mettre fin à une série de vols par effraction dans un quartier huppé. Mais il refusait de poser le même geste pour les femmes du Downtown Eastside. Ce fut un moment déterminant. Il devait faire la même chose pour les disparus que pour ces vols par effraction. Le 28 avril 1999, Maggie DeVries se rend à la réunion de la commission de police de Vancouver, dirigée par le maire Owen. Frustrée, elle s'adresse au commissaire pour brasser les choses. One of the things that I am that I feel very strongly about is that the police need to make a statement recognizing the possibility that there is a pattern here. That the police have said there's no indication of a serial killer or a coordinated effort by an individual or a group or a gang of some kind that's doing this. Si le maire et les autorités policières réfutent publiquement la thèse du meurtrier en série, à l'intérieur du service de police, le son de cloche est fort différent. Le policier canadien Kim Rossmo est un spécialiste des meurtres en série. Il travaille maintenant à Washington, où il vient de participer à l'enquête sur le tireur embusqué. Kim Rossmo était à l'emploi de la police de Vancouver lorsque le cas des prostituées a commencé à émerger. Je voulais faire une analyse scientifique et objective en regardant les données disponibles. Il y avait une grappe de disparitions significative dès 1996. Le nombre était très élevé. Pourquoi n'y avait-il pas de corps? Pourquoi ça n'arrivait qu'aux femmes? La meilleure explication, la seule explication, c'était un meurtrier en série. Dès septembre 1998, Kim Rossmo avait proposé la création d'un comité de travail pour vérifier son hypothèse. Il avait même rédigé ce communiqué de presse pour que la population soit informée. Mais des guerres intestines faisaient rage au sein de la police de Vancouver. Le communiqué n'a jamais été émis et le comité a été démantelé après sa première réunion. Donc, des personnes clés ne croyaient pas à la possibilité d'un tueur en série? Oui, un des problèmes fondamentaux était que des gens importants dans la division des enquêtes contestaient cette théorie. Et ils n'ont pas accordé les ressources nécessaires à une enquête sur un meurtrier en série. En 1999, Maggie DeVries demande elle aussi qu'on affecte davantage de ressources, mais sa requête est rejetée. On lui répond que 3 policiers sont suffisants. Cette décision aura des conséquences désastreuses sur l'enquête. Mais Maggie DeVries ne sort pas complètement les mains vides. La commission approuve une récompense de 100 000 $. Le 12 mai 1999, Sarah aurait eu 30 ans. La famille DeVries convie les proches des autres femmes disparues, dont plusieurs autochtones, à une cérémonie commémorative dans le Downtown Eastside. On a marché en portant des bannières jusqu'au parc où il y avait une réception. Ce fut un point de rassemblement, de partage et de deuil pour tant de familles. C'était si important pour tant de gens. Des prostituées, comme Serena Abotsway, sont allées rendre hommage à Sarah DeVries. Regardez bien ce visage. 1 an et demi après que ces images aient été tournées, Serena aussi est disparue. Après la pause, l'enquête mène les policiers à la ferme de Robert Pickton.
En juillet 1999, au moment où les policiers lancent en grande pompe une affiche officielle, le nombre de disparus dépasse la trentaine. 31 femmes et aucune arrestation. I can say this, that every tip that we do get, that it will be checked out very thoroughly. At the present time, as was previously mentioned, we have no evidence whatsoever of any crime being committed. We received a call that was a tip about this guy. Mais parce que les policiers n'avaient pas les ressources nécessaires, ils ont fouillé puis laissé de côté une des pistes les plus importantes. En 1998, Wayne Lang avait reçu un renseignement troublant au sujet d'un individu suspect. Il l'a transmis à la police. Cet individu avait des sacs à main, des pièces d'identité et des vêtements de femme dans sa maison mobile située dans une cour de récupération quelque part. On disait de lui qu'il était bizarre et qu'il se rendait dans le East Side. Il avait la réputation de battre des femmes. Nous l'ignorions à l'époque, mais cet individu était Robert Willie Picton, un éleveur de porcs qui vivait avec son frère sur une ferme de Port Coquitlam, en banlieue de Vancouver. C'est Bill Hiscox, un ancien employé des Picton, qui a refilé ce tuyau à Wayne Lang. Une de ses amies passait beaucoup de temps à la ferme de Port Coquitlam. Lisa y allait 2 fois par semaine et nettoyait la maison mobile de Willie. Elle m'a dit à de nombreuses reprises qu'elle avait trouvé des pièces d'identité de femmes autochtones, des sacs à main, des vêtements entachés de sang. Alors on lui a dit de les brûler, de s'en débarrasser. Bill Hiscox a raconté son histoire aux policiers dès juillet 1998. Il les a même accompagnés jusqu'à la ferme, mais on lui a dit qu'il était impossible de fouiller la propriété sans preuve et sans témoignage. Robert Picton avait pourtant été accusé en 1997 d'avoir attaqué une prostituée avec un couteau. Mais la couronne avait suspendu les accusations parce qu'elle doutait de ses chances d'obtenir une condamnation. Nous savons maintenant que Picton est devenu un suspect très tôt dans l'enquête. Mais que faire? Ces gens ne vont pas avouer. Il faut faire de la surveillance, ce qui demande beaucoup de personnel. Les ressources n'y étaient pas. L'enquête s'est complètement embourbée, minée par un manque de ressources criant, par des problèmes techniques et des chicanes de juridiction. La ferme était sur le territoire de la GRC. 99, il y a plusieurs voies de fait avec la police de Montréal. Ce n'est qu'à l'automne de 2001 que les choses ont changé. La GRC et la police de Vancouver ont finalement uni leurs forces en créant un groupe conjoint d'intervention. C'est exactement ce que Maggie DeVries avait réclamé 2 ans et demi auparavant. Avec une grande équipe d'intervention constituée de gens d'expérience, dirigée par un seul chef et concentrée à trouver ce qui arrivait, c'est ce qui a fait toute la différence. Mais entre-temps, la liste s'est allongée, 45, 50, en tout, plus de 60 femmes seront portées disparues. Hey. Ça, je comprends pas. Pourquoi attendre après qu'il y ait 50 qui ont disparu pour commencer à faire des recherches? C'est comme je te dis, si ça aurait été en haut, là, sur Granville, là, puis les secrétaires commençaient à disparaître, et ça, excuse mon langage, mais ça n'en prendrait pas 5 ans pour disparaître avant qu'ils fassent de quoi. La réalité politique, c'est que si ces femmes avaient été des blanches de l'ouest de Vancouver, la réaction aurait été fort différente. Et je mets quiconque au défi de me dire le contraire, sans mentir. Puis, coup de théâtre en février dernier, la GRC perquisitionne la ferme de Port Coquitlam. Robert Picton est accusé du meurtre de 2 des disparus, Mona Wilson et Serena Abbotsway, l'amie de Sarah. La propriété des Picton est passée au peigne fin. Policiers, archéologues, techniciens de laboratoire, près d'une centaine de personnes participent maintenant à l'enquête qui va durer encore des mois. Ils effectuent un travail de moine pour identifier des restes humains. Plusieurs autres accusations se sont ajoutées.
À ce jour, Robert Picton est accusé du meurtre de 15 des disparus. Des fragments de leur ADN ont été retrouvés sur la ferme. Lorsque l'équipe d'intervention s'est mise au travail, elle était au moins 2 ans en retard. Malheureusement, il semble qu'un certain nombre de décès soient survenus entre-temps. C'est une tragédie qui aurait pu être évitée. La police de Vancouver a décliné notre demande d'entrevue et refuse de faire tout commentaire tant que l'enquête suit son cours. Pendant ce temps, les familles des disparus de Vancouver attendent encore dans l'incertitude. Pat et Maggie DeVries se sont rendus à la ferme. De l'ADN de Sarah a été trouvé sur un objet, mais ce n'est pas suffisant pour porter des accusations. Pat DeVries en a informé ses petits-enfants. I told them this, and Jeannie's reaction was, "Oh, then she really is dead." I was surprised. Jeannie a dit « Alors elle est vraiment morte ?» J'étais si étonnée de voir qu'elle s'était accrochée au mince espoir d'avoir encore une mère quelque part. Puis Ben a dit « Est-ce qu'il est en prison? Peut-il venir ici? » Il avait peur qu'il existe de par le monde quelqu'un comme ça, qui pourrait revenir. Sarah a écrit dans son journal une série de peurs qu'elle avait. Une de ses craintes, c'était de mourir dans des circonstances où elle était incapable de se battre. J'espère qu'elle a pu se battre. Vont-ils se rappeler de moi lorsque je ne serai plus là? Ou leurs vies se poursuivront-elles tout simplement? Des larmes couleront-elles sur leur visage lorsqu'ils tenteront de me dire au revoir? C'est tout pour ce soir à Zone Libre. Au nom de toute l'équipe ici à Montréal, merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas le téléjournal dans quelques instants. À vendredi prochain, 21h.